Débat donc du Grand Direct consacré ce soir à ce qui est un événement aux États-Unis, mais qui va sans doute avoir un retentissement dans le monde entier. La publication de ce rapport qui a été effectué par des sénateurs démocrates américains et qui concerne donc les méthodes utilisées par la CIA pendant des années pour combattre Al-Qaïda. On en avait un petit aperçu parce que cela avait déjà fait polémique aux États-Unis, mais là le rapport est particulièrement détaillé avec parfois même des choses que l'on a du mal à imaginer, même si le cinéma fait parfois preuve d'imagination, il n'avait pas été si loin. On va donc évoquer tout cela avec nos invités. Meir Rosen, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, et Denis Charvil, bonsoir, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Alors avant de vous demander votre avis déjà sur l'opportunité ou pas de publier un tel rapport, parce que cela fait débat aux États-Unis et pas seulement. On va voir ce qu'en pensent les internautes et les téléspectateurs d'i24 News. C'est en effet la question qui a été posée avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Fruit de 3 ans d'enquête, un rapport sur les méthodes de torture utilisées par la CIA est publié aujourd'hui. Il fait la lumière sur les techniques employées pour interroger des militants présumés d'Al-Qaïda après le 11 septembre. Depuis cette publication, aujourd'hui, les forces américaines sont en état d'alerte à travers le monde. Et c'est donc la question que nous avons posée aujourd'hui à nos internautes. Le rapport sur la torture utilisée par la CIA devait-il être publié? Alors regardons ensemble les résultats de notre sondage. Et comme vous le voyez ce soir, c'est le non qui l'emporte assez largement, à 63%. Pour la majorité de nos internautes, la publication du rapport d'enquête pourrait donc avoir un impact négatif. On commence par exemple avec Jacques Daniel. Tout le drame de la démocratie, c'est que son idéal de transparence qui la fonde renferme également sa propre fin. La vérité et la dissimulation peuvent vivre ensemble, encore faut-il le vouloir. Un avis partagé par Ilana Bloom qui considère que non, le rapport n'aurait pas dû être publié. Ces informations devraient rester confidentielles selon elle, sinon cela risque de compromettre la sécurité du pays. Avec ce rapport, les agents chargés de récolter l'information pour déjouer des attentats vont avoir les mains liées, souligne cet internaute. Alors ils sont aussi, comme je vous le disais, 32% à considérer qu'il est nécessaire de savoir ce qu'il s'est passé pour que cela ne se reproduise pas. Selon Louise, les agissements de la CIA méritent d'être révélés au public. La lutte contre le terrorisme ne justifie pas la torture. On ne doit pas lutter contre l'horreur avec des méthodes inhumaines. Et enfin, on termine avec ce dernier commentaire de Claude D. Oui, il est bon que les citoyens américains sachent pour qui ils ont voté et quelle politique est mise en place en matière de sécurité. Même si cela touche à la défense, ce sont les États-Unis, dans leur ensemble, qui sont engagés par les actes de leurs services de sécurité. Voilà Jean-Charles pour les opinions de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités. Et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et puis sur Twitter. Et n'oubliez pas de voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Julia Ganancia. Alors d'abord évoquons l'opportunité ou pas de publier ce rapport, parce que ça a fait débat. Les Républicains étaient farouchement contre. Et puis tout à l'heure, la sénatrice Feinstein, qui est démocrate, a dit nous sommes un pays suffisamment grand pour absorber cela. Vous trouvez qu'elle a raison ou pas? Ça dépend. Écoutez, d'abord, c'est une guerre tout à fait nouvelle, cette guerre contre le terrorisme. D'un côté, on ne veut pas descendre au niveau des pirates et de ceux qui n'ont absolument aucun respect pour la vie humaine. Mais la question d'utiliser des moyens exceptionnels, c'est un problème. Ça dépend quand est-ce qu'on les utilise. Si vous avez la chance de trouver qu'il y a un terroriste qui va se suicider et vous l'attrapez avant que ça ne se passe, vous devez utiliser tous les moyens pour savoir s'il a des associés pour sauver des vies humaines. Et malheureusement, en matière de terrorisme, Israël, je crois, est un des pays qui a le plus d'expérience. Eh bien, ça a sauvé des vies humaines. Alors, c'est-à-dire, ils se sont appuyés d'ailleurs sur des règles de la Cour suprême israélienne pour la CIA aurait apparemment justifié comme cela aussi. Oui, mais la Cour suprême israélienne a changé. Il y avait le jugement du juge Landoy qui disait qu'on peut utiliser des moyens physiques, mais parce que la torture, ça ne se place pas uniquement sur le plan physique. Il y a la torture morale, il y a la torture, il y a toutes sortes de tortures. Mais
avant de discuter le point de savoir s'il fallait le publier ou non, nous devons savoir qu'il y a aujourd'hui des conventions internationales et les États-Unis sont partis à cette convention contre la torture ou les moyens dégradants de l'homme, etc. Et Israël aussi. Donc, il faut voir si, en adoptant de telles mesures de torture, il n'y a pas une violation du droit international dont chacun aujourd'hui mentionne l'existence et nous avons un droit humanitaire, etc. Le fait de l'avoir publié, ça peut jouer dans les deux sens. Tout d'abord, celui qui est candidat au terrorisme, et nous savons aujourd'hui par la presse israélienne qu'on vient d'attraper un terroriste américain qui voulait faire sauter l'Aqsa, ni plus ni moins, et vous vous rendez compte qu'est-ce que ça aurait pu donner. Eh bien, en sachant le candidat au terrorisme, en sachant qu'il y a il a une chance de tomber dans le cadre de ces tortures, il va peut-être réfléchir 2 fois avant d'entreprendre une telle entreprise. Ouais. C'est votre avis, Denis Charvit? Ça peut dissuader ou pas? Non, je ne crois pas. Un tel rapport, par exemple, aujourd'hui, ça peut dissuader les candidats au terrorisme? Je ne crois pas. Je pense que c'est tout à la gloire et à la grandeur d'une nation telle que les États-Unis que d'avoir cette maturité-là, ce courage qui consiste à ne pas couvrir, à révéler, à dévoiler. Alors, ce n'est pas l'intégralité, les 528 pages, ce n'est qu'une partie infime. Il y en a 6000, exactement, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas croire que tout a été publié. On n'en a publié que 10%. Donc, c'est pas que le secret défense n'existe pas aux États-Unis, mais je trouve que quand une nation est capable, presque en temps réel, enfin c'est quoi, 10 ans après, et pas le travail des historiens qui 1 siècle ou 2 siècles après disent voilà ce qui s'est passé, je trouve que c'est remarquable. Peut-être qu'il y a, puisqu'on est en train d'imaginer les retombées possibles, alors il y aura peut-être effectivement des terroristes qui diront je ne vais pas entreprendre cette action compte tenu des tortures qui s'y pratiquent, mais enfin on imagine quand même que les choses vont être révisées. Alors, ça a été arrêté officiellement par Obama. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas que ces sénateurs démocrates ont publié ce rapport juste à cause des résultats des dernières élections? Parce que vous avez une tendance aujourd'hui, même un sénateur comme Schumer de New York qui veut se disassocier du président pour lequel il a toujours voté. Et si Obama obtenait plus de voix aux dernières élections américaines, je doute fort qu'on aurait publié ceci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les démocrates, et ça ce qui est intéressant, ce n'est pas les républicains, c'est les démocrates qui utilisent cela, puisque le responsable, c'est Obama. N'oublions pas toutes les déclarations qu'il a faites pendant sa première campagne électorale contre les méthodes utilisées par Bush, parce que Bush avait donné un ordre que le droit humanitaire ne s'applique pas aux terroristes. Il avait donné en fait un feu vert, mais il n'avait peut-être pas autorisé tout ça. Il a donné le feu vert et il n'a pas signé aussi le protocole. Il y a un protocole additionnel parce qu'à Guantanamo, il y avait 500 détenus venant de 30 pays. Et nous savons que chaque pays a l'obligation de protéger ses citoyens. Et alors, étant donné qu'il s'agissait d'actes de terrorisme, ces pays n'ont pas fait trop pression sur les États-Unis. De plus, et je ne sais pas si c'est dans le rapport ou pas, les États-Unis voulaient se distancer de ces pratiques sur le territoire américain. Et ils avaient des accords avec des pays de l'Europe de l'Est. Les fameuses prisons secrètes. Où ça se passait. C'est dans le rapport. Mais ça ne l'aide pas du tout, parce que si ceux qui ont commis ces actes étaient des Américains, faisant partie de l'administration américaine, la responsabilité des États-Unis est là. Alors, moi, je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, la chose la plus choquante, c'est pas ce qu'on rapporte des tortures. On peut toujours imaginer que ce type de service n'est pas toujours très respectueux des libertés fondamentales, comme on dit. Pour moi, le plus grave qui a été révélé dans ce rapport, c'est que
les membres du CIA, les responsables, ont dissimulé à Colin Powell les informations en disant il vaut mieux pas le débriefer là-dessus, etc. Et ça, pour moi, et là ça me rappelle une histoire qu'on a eue aussi en Israël avec la fameuse affaire de la ligne de bus numéro 300, c'est-à-dire que mettons de côté pour le coup toutes les tortures, les pratiques, etc. Est-ce qu'elles sont efficaces, pas efficaces? Mettons ça de côté. Le fait qu'une administration qui dépend du pouvoir politique ose cacher à son autorité supérieure ce qu'elle fait, ce qui se passe, les pratiques, etc., c'est ça pour moi le plus grave, parce que là, c'est en quelque sorte un État dans l'État. Or, quand on confie à une administration une responsabilité aussi lourde, la possibilité d'interroger, comme vous dites, pour découvrir la bombe qui s'apprête à exploser, quand on confie à ces gens-là une responsabilité écrasante que je ne voudrais pas moi-même assurer, que ce soit très clair, je ne leur jette pas la pierre, leur devoir vis-à-vis duquel ils ne peuvent pas se démarquer, c'est celui de dire toute la vérité. Pas à moi, pas à vous les journalistes, mais au moins au pouvoir politique, au ministre de la Défense. Vous partez de l'idée que les choses étaient connues. Eh bien, les choses étaient connues par beaucoup de gens. Et ce que je trouve totalement inadmissible, d'abord, nous n'avons pas de statistiques pour savoir le nombre des dizaines de milliers de gens et le nombre des bus en Israël dont les passagers leur vie a été sauvée grâce à ces moyens illégaux, si vous voulez. Si vous avez une telle statistique pour savoir, et quand vous voyez le nombre de victimes du terrorisme en Israël, et si c'était mon enfant ou ma fille qui serait resté sans ses jambes à cause d'une bombe qu'on aurait pu éviter, parce qu'on ne peut pas accepter l'idée que le terroriste peut utiliser tous les moyens possibles, parce que même les conventions de la Croix-Rouge ont des conditions pour bénéficier du statut de combattant, parce qu'ils veulent protéger la population civile. Alors chaque civil devient suspect, et vous ne pouvez pas utiliser les armes de la démocratie pour tuer la démocratie, parce que c'est ça qui se passe. Vous avez devant vous quelqu'un qui n'est pas obligé, qui se sent pas obligé par les mêmes principes moraux et humanitaires qui vous inspirent. Vous comprenez? On fera une belle statue à la justice qui a triomphé. Mais cette justice qui a triomphé, puisqu'on a accordé aux terroristes qui veulent vous détruire, parce que les gens du Hamas, par exemple, on ne le dit pas assez, on croit qu'ils veulent tuer uniquement des Israéliens. Mais dans leur chapitre 7, il est dit qu'il est du devoir de chaque musulman de tuer des Juifs. Eh bien, c'est du génocide. Et vous voulez me dire que si on attrape un type du Hamas et qu'on sait qu'il a des complices, il faut utiliser tous les moyens possibles pour sauver la vie des autres. Alors, deux choses. D'abord, mon objection principale, c'était contre le secret assumé par une administration vis-à-vis de leur pouvoir politique. Ça me paraît aucun contrôle. C'est ce que montre le rapport. Exactement. Et là, pour le coup, je reviens sur votre thèse de tout à l'heure. Là, c'est les Républicains qui devaient être les premiers à protester, non pas contre les démocrates ou contre le rapport, mais contre le fait qu'une agence a défié en quelque sorte le pouvoir politique. Maintenant, sur cette affaire, je ne veux pas esquiver le problème que vous évoquez. D'abord, il faut quand même être extrêmement prudent avant de nous faire, si j'ose dire, je vais être un peu fort pour la polémique, le chantage de la bombe qui explose tout le temps. Je dis cela pourquoi? Parce que, on va pas faire de l'histoire maintenant, mais est-ce que l'usage de la torture en Algérie a permis d'éviter autant de vies humaines qu'on le croit? Est-ce que ça n'a pas aggravé la situation? Est-ce que finalement ça est aussi efficace que cela? Je dis dans cette affaire qu'il n'y a pas ni blanc ni noir, il faut être extrêmement prudent et ne pas s'accorder en quelque sorte ce blanc-seing consistant à dire à chaque fois on va éviter des non mais vous ne voyez pas. Il y a un prix. Moi je dis il y a une formule qu'on a beaucoup employée en hébreu qui consiste à dire on doit payer n'importe quel prix. Non, même pour sauver ma vie, votre vie, la nôtre. Tout n'est pas possible, tout n'est pas concevable. Écoutez, nous parlons d'expériences toutes récentes. Vous savez que les policiers aujourd'hui, avant de se défendre, ils doivent avoir 2 avocats pour se défendre le lendemain, pour avoir utilisé l'arme sans que ce soit besoin. C'est-à-dire juger quelqu'un, et nous l'avons ça tous les jours.
c'est à force de vouloir respecter les droits de Non, c'est l'homme. parce qu'il y a également beaucoup de cas, M. Rosen, et vous le savez, où des innocents, des manifestants sont abattus alors qu'ils n'étaient là que pour manifester. Je n'ai pas dit que c'était des enfants de cœur, mais ce ne sont pas des gens qui méritent la mort parce qu'ils ont voulu manifester. Non, pas la mort. Quand on confie, moi oui. je dis une chose, et ça s'adresse à tout le monde, quand on confie à quelqu'un une autorité aussi redoutable que l'exercice de la violence pour les fins les plus justifiées et justifiables, il faut être extrêmement sévère vis-à-vis d'eux sur le plan public et sur le plan intérieur, ne serait-ce pour qu'ils ne se disent pas, avec le pouvoir dont je dispose, je peux tout faire. Écoutez, pour résumer dans une phrase, vous aurez sur le banc des accusés les États-Unis d'Amérique et Assad de Syrie, qui a tué déjà 250 000 hommes, femmes et enfants. Pas de jugement, pas de campagne. Aucun État n'a envoyé un soldat pour sauver la vie d'un seul Syrien. C'est la vertu de la démocratie. On n'a pas le temps de continuer, mais il y aura beaucoup de choses à dire sur ce rapport. On vous fera revenir. En tout cas, merci Meir Rosen, merci Denis Charbit. Dans un instant, le grand rabbin de France invité du Grand Direct depuis Paris. À tout de suite.